Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. On est ensemble au temps d'une bulle santé et bien-être dans ce bubble bar du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Avec moi sur le plateau aujourd'hui, Pierre Joyot. Pierre Joyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en nutrition, vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte, qui est oncologue, d'un ouvrage qui s'intitule « La nouvelle révolution alimentaire ». Avec moi également le docteur Dominique Nguyen, vous êtes radiologue. Et puis notre fidèle docteur Philippe Casassu, vous êtes professeur de thérapeutique, vous êtes spécialiste d'histoire et dans chaque émission, vous venez nous conter une anecdote sur l'histoire de la médecine. Le sujet du jour, Covid, confinement. Et avec le confinement, problème de nutrition, malbouffe, parfois on peut faire n'importe quoi. Et donc on va en parler ensemble, Pierre. Alors, facile ou pas facile de bien manger pendant le confinement ? Pas facile parce que au-delà de ce qu'on mange, ce qui se passe pendant cette période-là, c'est tout ce côté anxiogène qui nous pousse à avoir un besoin irrépressible de réconfort. Et vers quoi on se tourne en ce moment pour se réconforter ? Le doudou sucré. Vers le sucré, vers la malbouffe, vers les petits plaisirs qui ne favorisent que les troubles métaboliques. Donc c'est pas facile. Il faut réussir à équilibrer sa journée pour que ces petits aliments réconfortants aient un impact le plus minime possible sur la santé. Donc comment faire ? Alors, on va y revenir en détail. Je savais que tu me couperais, Jean-Claude. Est-ce que pour autant c'est le bon moment pour attaquer un régime ou c'est pas le bon moment, le confinement ? Non, c'est pas le bon moment. Ce qu'il faut, c'est réfléchir sur la globalité de la journée. Il faut surtout pas penser au régime là en ce moment. Il faut penser santé avant tout. Il faut penser bien-être et équilibre global de sa santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et ça passe par l'alimentation, certes, mais il faut pas penser régime. Il faut penser équilibre dans l'assiette et s'autoriser à justement se réconforter à certains moments de la journée. Il faut le choisir et il faut construire sa journée pour qu'on puisse se réconforter à un moment de la journée avec des aliments qui ne sont pas forcément conseillés en temps normal. Alors ça, c'est les conseils. Tiens, on va demander à nos deux docs qui sont sur le plateau. Vous mangez bien, vous, en période de confinement ? Philippe, vous êtes un gourmand, non ? Je le vois sur votre regard. Vous êtes un gourmand. Oui, mais par exemple, j'ai moins d'activité et le soir, c'est vrai que je fais des micro-repas. Et bon, j'ai l'impression que malgré le peu d'activité, je pense que j'ai maintenu mon poids. Vous avez la ligne, on vous le confirme. C'est bien les micro-repas le soir, Pierre ? Encore une fois, si dans la journée on a peu d'activité, si faire un repas très léger le soir avec 2 autres repas sains et équilibrés le matin et l'après-midi et le midi, pardon. Le micro-repas peut être une solution, un repas léger avec une salade ou une soupe le soir. Ça peut suffire en fonction de ce qui a été consommé le reste de la journée. Et Dominique, vous avez la ligne aussi, vous êtes raisonnable ? J'essaye de faire attention et puis j'essaye de faire un petit peu d'activité en fonction du confinement. J'utilise le moins possible la voiture et j'essaye de marcher. J'évite le métro également. Voilà. Quel bel exemple. Voilà, quel bel exemple. Là, on a deux médecins, ils sont parfaits. J'ai la pression, je suis au milieu là. Voilà. Vous avez tous la ligne, hein. Vous êtes super les gars. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Des conseils pratiques. On a le temps de cuisiner. On a le temps de cuisiner. On va cuisiner sain, non ? On va, honnêtement, en dehors du plaisir coupable d'un aliment trop sucré, il faut se concentrer sur 2 repas très équilibrés, très sains, comprenant plus de légumes que du reste. Il faut que l'assiette soit composée au moins à moitié de légumes et du reste, donc de la viande, du poisson, des œufs, éventuellement des féculents, des céréales complètes, des légumineuses. Mais il faut absolument que ces 2 repas soient strictement sains et équilibrés, comprenant plus de légumes que du reste. Donc ça, c'est la clé. On ne s'interdit rien. Non. Mais si on voulait faire un partage physique de son assiette, il faut qu'au moins dans la moitié de l'assiette, ce soit rempli de légumes. C'est ce que vous nous dites. C'est ça, c'est très important parce que ça nous permettra de maintenir un équilibre global sur la journée et de bons apports de vitamines, de minéraux, de fibres indispensables justement au bon équilibre de la santé. Alors on cuisine sain, mais on cuisine bon
Ah oui. Et on cuisine avec des produits qui ne sont pas des produits transformés, des produits qu'on est allé acheter au marché. Ils sont encore ouverts, hein, les marchés. Exactement, ça c'est le conseil principal. Je le répète et c'est important de le répéter, en dehors des plaisirs coupables, il faut s'éloigner le plus possible, voire supprimer strictement les aliments transformés, voire ultra transformés. Les aliments ultra transformés. On rappelle ce que c'est. Voilà, les aliments ultra transformés sont les aliments fabriqués industriellement, comprenant des agents cosmétiques type épaississant, exhausteur de goût, arômes artificiels, acidifiants, etc., correcteurs d'acidité. Tous ces aliments-là sont des agents cosmétiques classant les aliments en produits ultra transformés qui, pour une consommation de 10% de la ration calorique énergétique totale quotidienne, augmentent de 10 à 12% le risque de diabète, d'obésité et de cancer. Alors justement, Dominique, les pathologies liées à la malbouffe et au surpoids, qu'est-ce que c'est? Qu'on fasse peur un peu aux auditeurs. Ouais, allez, bon, on va leur faire peur. Alors, c'est vrai que le phénomène d'obésité est un phénomène, je dirais, relativement récent, qui doit dater peut-être d'une vingtaine d'années. On l'observait lorsque, surtout aux États-Unis, maintenant on commence à le voir en France. Ça provoque des tas de troubles. Ça intervient essentiellement sur le système cardiovasculaire, mais pas que, sur le système respiratoire et aussi sur l'appareil locomoteur. Donc l'obésité, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque du diabète, de l'hypercholestérolémie. Ça provoque aussi des lésions qu'on a découvert relativement récemment, qui sont ce qu'on appelle le NASH, c'est-à-dire la stéatose hépatique. Et on pense que cette stéatose hépatique serait responsable, comme la cirrhose alcoolique, de certains... On appelle ça aussi le cancer du foie gras humain. Le NASH, le cancer du foie gras humain. Voilà, c'est ça. Philippe Casassu, l'obésité, c'est aussi une des comorbidités de la Covid? Ah oui, certes. Les réanimateurs ont tout de suite remarqué cette fréquence incroyable d'obèses parmi les malades qui arrivaient en réanimation et qui en mouraient. Et à partir de 60 ans, hein, déjà, même avant. Donc c'est un facteur de risque majeur, manifestement. Cuisiner sain, attention au grignotage aussi. On est chez nous, hein, le frigo est à portée de main. Donc ça, c'est le gros piège. Eh bien, en fait, c'est pas attention au grignotage, c'est attention à ce qu'on grignote. Et si on est incapable de se priver de confiserie, de sucrerie, de viennoiserie, de pâtisserie, alors là, c'est très dangereux. Mais si, à chaque fois qu'on a une envie compulsive de grignoter pour se réconforter, on se tourne vers des fruits secs, des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, un petit peu de chocolat noir à plus de 70% de cacao. Alors dans ces conditions, on va autoriser ce grignotage et même on va l'encourager pour se réconforter puisque ce sont des aliments bruts, sains et qui nourrissent le corps. Et là, ça va être intéressant pour le patient de grignoter et de se réconforter avec ces aliments-là. Ça peut aussi être des légumes croquants, à la mayonnaise maison. C'est pas un problème du tout. On a le droit à la mayo. Bien sûr. On l'a dit, Jean-Claude, on peut manger sain, équilibré et goûteux. Voilà, on a le droit à la mayo, mais pas aux frites. On va limiter les frites quand même. On va limiter, on fait pas n'importe quoi quand même. Vous avez parlé du grignotage, vous avez mentionné les pâtisseries, les viennoiseries. On n'y pense pas assez souvent aux viennoiseries, mais un petit pain au chocolat, bien gras, ça peut faire du mal, ça, non? Oui, ça contient énormément de sucre, ça contient aussi des glucides, parce que c'est fait avec de la farine, simplement. Ça contient des acides gras trans industriels qui favorisent l'inflammation, si surconsommé et si l'équilibre dans la journée n'est pas respecté. Donc une petite pâtisserie tous les matins, une petite viennoiserie tous les matins va favoriser aussi le déséquilibre métabolique avec une augmentation des triglycérides, une hypercholestérolémie et une augmentation surtout de la glycémie, favorisant un risque de diabète plus important. Même s'il est fait maison, le petit pain au chocolat. Au final, il est rarement fait maison. Hein. Voilà, il est rarement fait maison, mais même s'il est fait maison, finalement, si c'est tous les jours, c'est pas bon. Il vaut mieux une petite tartine, alors c'est ça? Alors. Mais là, il faut faire attention au pain qu'on mange. Il faut faire attention au pain qu'on mange. J'aurais envie de dire que la tartine peut être consommée dans un petit déjeuner beaucoup plus équilibré. Par exemple, c'est un exemple, mais 2 œufs le matin avec 2 tranches de pain complet, un fruit coupé en morceaux, c'est très équilibré et le pain n'aura pas le même impact que si tous les matins nous consommons 3 tartines de pain avec du beurre.
Alors c'est très équilibré, mais on le sait bien, hein, on mange un peu comme on a été élevé. Hein. Si dans son enfance, on a été habitué au sucre et à la confiture, on va avoir envie de reproduire ces schémas-là. Et l'œuf le matin avec la petite tranche de pain complet, ça fait pas rêver. Un bon brunch, non. Souvent, c'est marrant de dire ça parce que souvent en consultation, lorsque je reçois des patients et que je pose cette question, je me tourne ensuite vers ce que font les patients lorsqu'ils sont en hôtel all inclusive l'été. Et dire ah non, bah là, œufs brouillés, bacon, lard fumé, des fruits, mais parce que tout est prêt. C'est-à-dire qu'on peut le faire et ça nous fait plaisir. C'est-à-dire que c'est bon. Oui. Mais on a un peu la flemme de le faire. Exactement. Et donc on se tourne vers le truc facile à préparer. Hein, c'est ce que vous nous dites. Et effectivement, c'est aussi lié à ce côté psycho-affectif lié à l'enfance, lié à l'éducation, lié à ce qu'on nous a transmis. Et l'idée, c'est d'accompagner le patient pour l'aider à se déconstruire, pour qu'il se reconstruise différemment, il se rééduque lui-même en alimentation. Et ça passe par un accompagnement très proche. Bien manger, ça veut dire faire des efforts. Faire son marché, choisir ses produits, faire sa cuisine, c'est ça aussi. C'est ça, et j'aime bien ce que tu viens de dire, Jean-Claude, c'est aussi se choisir. Parce que choisir de manger différemment pour sa santé, c'est se choisir aussi avant tout. Parce qu'on sait aujourd'hui ce qu'il ne faut pas faire en alimentation pour limiter l'apparition de maladies. Donc, modifier ses habitudes et manger plus sainement et équilibré, c'est se choisir. C'est important. Choisir. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire avant de passer à la suite de la journée, au repas de midi, au repas du soir, petite bulle musicale avant la suite du programme. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. La bulle santé bien-être, ça continue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et bienvenue à mes invités. Alors Pierre Joyot, vous êtes expert en nutrition, vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la Nouvelle Révolution Alimentaire. Dominique Nguyen, vous êtes radiologue et Philippe Casassu, vous êtes médecin, mais vous êtes surtout celui qui nous raconte l'histoire de la médecine à travers des anecdotes. Avant la coupure, on s'était quitté au petit déjeuner. Et après, dans cette journée de télétravail, il va bien falloir manger le midi, l'après-midi. Le problème aussi, c'est que le télétravail, ça va de pair souvent avec une activité physique, donc il va falloir faire attention à ses apports caloriques, non ? Effectivement, oui. Alors, je fais attention lorsque je dis faire attention à ses apports caloriques. Je vais dire faire attention aux calories qu'on consomme. On va faire la distinction entre les aliments riches en calories mais riches en densité micronutritionnelle. Par exemple, les noix, les noisettes, les amandes sont très caloriques mais sont aussi très riches en densité micronutritionnelle et ce sont donc des calories que l'on va très peu stocker finalement sous forme de graisse. Par exemple, alors que par exemple des pâtes très raffinées
des pâtes blanches que l'on peut consommer simplement. Très raffinées, avec... ça ne veut pas dire qu'elles sont très bonnes. Ça veut dire que la farine, oui, c'est ça. Merci de le préciser. Merci de le préciser. En fait, elles sont très mauvaises pour la santé. Oui, parce que finalement, elles ont un index glycémique très élevé et finalement, on les considère comme des aliments composés de calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre ou très peu de choses en plus que les glucides composés qui sont présents dans ces pâtes raffinées et donc qui se stockent sous forme de graisse très rapidement et qui favorisent les montées de la glycémie et donc de l'insuline de manière très brutale et rapide. Donc attention à tout ça. Attention à tout ça. Donc attention, on mange pas trop, et puis on fait attention à la qualité en fait des calories. C'est ça. Voilà. Inactivité physique, donc on essaie d'être mesuré sur l'apport calorique. La tentation du sucré, la tentation des apéros numériques pour compenser la petite baisse de morale. Alors, ça va être compliqué de s'en empêcher. Soyons clairs. Dans cette période, ça va être très compliqué. Donc si on veut que... Qui a fait des apéros numériques là, ici? Ouais. Oui, on en a tous fait. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt conseiller le patient de modifier ses repas pour pouvoir conserver cet instant de convivialité et de réconfort. Comment? On a peu d'activité, donc justement, juste avant, on parlait des calories vides. Donc le conseil le plus simple serait par exemple, le midi, de ne consommer aucun glucide. Donc pas de pâtes, pas de riz, pas de semoule, pas de pain. Ça permettrait de limiter l'apport calorique, d'avoir un repas concentré avec des légumes, qu'ils soient crus, cuits ou en soupe, avec de la viande, du poisson, des œufs, de l'huile, des herbes, des épices, ça c'est pas un problème, on peut cuisiner gras. Et ça permet de limiter l'apport calorique le midi. Le soir, plus de légumes que du reste, on l'a dit tout à l'heure, et ça nous permet, si on n'arrive pas à s'en empêcher, et si cet instant nous réconforte considérablement, de conserver cet instant plaisir à 16, 17, 18 heures, l'apéro numérique. On va essayer d'être raisonnable et de ne pas se tourner vers les chips, vers les gâteaux apéro croquants, mais plutôt vers... Je vois venir avec des concombres. Ah, Jean-Claude, forcément, on va essayer de se tourner vers ça. Ça peut aussi être du saucisson, ça peut aussi être du fromage. On a droit au saucisson. Bien sûr, bien sûr. Ça réconforte, ça on fait du avance bien. dans l'émission. Quelques conseils rapides. Pour ceux qui vont travailler, la lunchbox idéale, qu'est-ce que c'est? La lunchbox, la gamelle. Hein, à emporter, oui. C'est lorsqu'on cuisine à la maison, on favorise la cuisine, on favorise la préparation de légumes en grande quantité. Juste pour nous permettre d'en avoir pour le lendemain, et ça nous fait des restes, on emporte ça dans sa gamelle avec un peu de viande, un peu de poisson ou un peu d'œuf qui nous reste de la veille. Ça peut être des œufs durs, ça peut être aussi des boîtes de sardines, de maquereaux, tout simplement. Donc vite fait à préparer en fait. Mais bien sûr, la boîte. Il ne faut pas s'embêter, il faut trouver des solutions dans pour la que ce soit gamelle, rapide. en fait, c'est la même règle que dans l'assiette. Exactement. Plus de légumes. Voilà. En plus, ça tombe bien, il y a des compartiments dans la gamelle. Oui, maintenant il y a des donc on gamelles qui sont remplit le bien gros faites. compartiment avec des légumes. C'est ça. Et puis on met ce qu'on peut dans le reste. Exactement. Ça peut être aussi des féculents, ça peut être un peu de riz, un peu de pommes de terre s'il le faut, et ça permet de faire sa lunchbox très facilement. Pierre, parce que le soir on a consommé beaucoup de légumes. J'en ai marre, je craque, je me fais livrer à domicile, j'ai une appli et je me fais livrer. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter absolument? Il faut éviter tout ce qui est fast food, pizza. Si c'est plus d'1 à 2 fois par semaine, il faut éviter fast food et pizza. C'est surtout ça. Dominique, une précision, l'IMC qu'est-ce que c'est, comment on le calcule et à quoi ça sert? Alors, l'IMC, c'est donc l'indice de masse corporelle. On le calcule en s'aidant du poids du patient que l'on rapporte à la surface corporelle, à la taille du patient. Et il faut rester dans certaines normes. En principe, il ne faut pas dépasser 27. Il faut essayer de rester dans une frange il ne faut pas être ni trop maigre ni trop gros. Et cet IMC est très important parce que on s'est rendu compte en période de pandémie que lorsqu'on avait des IMC qui étaient supérieurs à 30, on avait des risques très très important d'insuffisance respiratoire et de passage en réanimation lors d'une atteinte par la Covid. Philippe Casassu, vous disiez pendant la pause musicale que justement l'IMC, les Américains, ils prennent combien de kilos par semaine en ce moment en période 1 kilo toutes les 2 semaines depuis 2-3 mois.
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, on n'a pas attendu le Covid, le confinement pour bien manger. Dans l'histoire de la médecine, il y avait une maladie dont on parlait beaucoup à l'époque, et tous ceux qui ont été, qui ont vu les pièces de Molière ont entendu parler de cette maladie, c'est la goutte. La goutte, oui. La goutte, Philippe. La goutte qui est une maladie articulaire d'origine métabolique, qui a été très bien décrite par le grand Hippocrate, qui appelait ça la podagre, parce que la manifestation habituelle, c'est une inflammation, un gonflement très douloureux, ça survient la nuit, c'est très douloureux, essentiellement au niveau du gros orteil. Ça peut quelquefois toucher les joues, d'autres articulations, mais le plus souvent, c'est ça. Et ça s'est appelé goutte à partir du XIIe siècle, où il y a un médecin de Salerne qui a repris la théorie d'Hippocrate, qui est la théorie des humeurs, et la théorie d'Hippocrate qui expliquait que c'est toujours des troubles des humeurs qui sont à l'origine des maladies d'après la théorie d'Hippocrate. Eh bien, la goutte, pourquoi? C'est parce qu'il y avait une humeur qui partait du cerveau et qui descendait, qui s'est gouttée vers une articulation. Voilà, c'est là que vient le mot goutte. Et on s'est très vite aperçu que les grands de ce monde étaient très souvent atteints de goutte. Par exemple, parmi les empereurs byzantins pendant 11 siècles, il y a eu 14 empereurs byzantins qui ont souffert de la goutte, et quelquefois d'ailleurs avec des conséquences historiques tout à fait importantes. Et encore plus pour nous, les rois de France. Parmi les rois capétiens, il y a donc sur 34 rois capétiens depuis Capet, il y en a 20 qui ont été atteints de la goutte. Et surtout les derniers, surtout les Bourbons. Alors parmi les Bourbons, par exemple, Louis XIII n'a pas été atteint de la goutte, mais il avait une maladie intestinale, c'est vrai qu'il avait tendance à maigrir. Saint-Louis, qui était en permanence à faire des jeûnes, qui était très maigre, lui n'a pas été atteint de la goutte. Puis il y en a beaucoup qui ont été atteints de la goutte. C'est au point qu'il y a un médecin au début du XXe siècle qui a dit, mais c'est peut-être l'intelligence qui est à l'origine de la goutte. Ou on dit, non, c'est pas ça, mais c'est peut-être que le poison goûteux stimule l'intelligence. C'est à ce point-là. Alors bien sûr, c'est pas ça, mais très 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 vite, les médecins ont fait une relation entre la goutte et l'alimentation. Et le fait que tous ces gens très puissants avaient tendance à faire bombance. On a même associé aussi les plaisirs sexuels. Mais ce qui a été confirmé, c'est effectivement, on sait aujourd'hui que le fait de manger beaucoup, en particulier beaucoup de viande, entraîne une augmentation d'absorption de base purique, et ce qui aboutit, dans le catabolisme aboutit à l'acide urique, qui est ce qui se dépose dans des articulations un peu malmenées comme celle du pied, et qui sont responsables des crises de goutte. Et pour illustrer ça, je vais vous donner un mot de ce que dit Eginhard, qui était l'historien, le biographe de Charlemagne. Charlemagne qui était aussi atteint de goutte. Et à partir de 800, il a souffert beaucoup de crises de goutte. Voilà ce que rapporte Eginhard concernant les habitudes alimentaires de Charlemagne. À chaque repas, outre le rôti de venaison là, qui venait de la chasse, il mangeait bien une oie ou deux gélines, pardon, c'est des poules, ou une épaule de porc, ou un paon, ou un lièvre, voire un quart de mouton. Effectivement, on est impressionné. Peut-être qu'il grossissait un peu, mais on est quand même un peu impressionné parce que manger. Alors j'ai eu Saint-Simon parlant de ce que mangeait Louis XIV, c'était pareil. Louis XIV qui avait aussi, bien entendu, la goutte. Tous les rois Bourbons, sauf Louis XIII, donc à partir d'Henri IV, avaient des crises de goutte. Il y en a un qui est aussi très célèbre parce qu'il y a des caricatures qui le ridiculisent. C'est Louis XVIII, quand on voit assis sur un fauteuil avec des membres absolument énormes et qui souffrait aussi beaucoup de la goutte. Voilà, donc alimentation en particulier très riche en viande, manifestement, ça favorise la goutte. Pierre, les Bourbons n'avaient manifestement pas lu la nouvelle révolution alimentaire. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Comment on faisait pour ingurgiter de telle quantité de nourriture à l'époque? Parce que quand on les voit sur les tableaux, ils ne sont pas obèses malgré tout. Louis XVIII, oui. Il y a Henri VIII, qu'on connaît bien. François Ier était atteint de la goutte. Henri VIII et Charles Quint. Charles Quint a abdiqué.
Et donc, il a laissé son royaume à son fils Philippe II d'Espagne, parce qu'il n'en pouvait plus. Il s'est retiré à l'Escurial, et son confesseur s'affolait parce qu'il continue à engouffrer de l'avion de la même façon. Oui. Les canons de la mode ont changé, on le voit bien à travers l'art. Mayol, Rubens, les canons de la mode ont changé. Aujourd'hui, la représentation des femmes, par exemple, et les canons de la mode des femmes ont considérablement changé, Pierre. Oui, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut se centrer aux diktats de la société qui nous impose d'être avant de se sentir? Oui. Ça, c'est... Pas forcément, et ça c'est très dangereux pour les régimes. Exactement. L'ultra-maigreur, c'est aussi dangereux que la goutte. Exactement. Eh bien voilà, écoutez, on va arriver au terme de cette émission. Je vous remercie tous d'être passés sur le plateau du Bubble Bar. Pierre Joyaux, je rappelle le titre de votre ouvrage. Vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la nouvelle révolution alimentaire. Dominique Nguyen, vous nous accompagnez au cours de ces émissions et vous êtes radiologue et vous nous apportez le regard de l'imagerie à chaque fois dans ces émissions. Et Philippe, vous nous faites partager des histoires savoureuses et les anecdotes de la médecine à travers l'histoire. Voilà, à très bientôt. Merci à tous et à nouveau à très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, portez-vous bien.